Anders Behring Breivik plaide non coupable et affirme avoir agi en état de légitime défense. Il est jugé à partir d'aujourd'hui à Oslo pour le massacre de 77 personnes en juillet 2011. Militant d'extrême droite, il s'est défini comme un templier au service de la Norvège et a refusé d'entrée de reconnaître la légitimité du tribunal. Écoutez-le. Je ne reconnais pas la légitimité de votre tribunal pour me juger. Vous avez reçu votre mandat des partis politiques qui soutiennent le multiculturalisme. Je ne reconnais pas l'autorité de cette cour. Monsieur Breivik, vous avez entendu l'acte d'accusation. Allez-vous plaider coupable? Je reconnais ces faits, mais je ne reconnais pas ma culpabilité au sens pénal. J'ai agi en état de légitime défense. Et nous rejoignons à présent à Oslo Hélène Lecomte qui suit pour nous le procès Breivik depuis ce matin. Alors Hélène, quelle attitude a-t-il décidé d'adopter ? Anders Breivik veut évidemment tenir le rôle principal dans ce procès, mais il en est également un spectateur attentif. Il se délecte notamment lorsqu'il revoit les vidéos saisies par les caméras de surveillance au moment de l'attentat d'Oslo ou lorsqu'il écoute le récit minute par minute de la tuerie du Toya. On l'a vu également esquisser des sourires en revoyant des photos qu'il a lui-même prises et sur lesquelles il pose en uniforme ou une arme à la main. Il s'est même laissé aller à quelques larmes d'émotion en visionnant une vidéo de propagande dont il est lui-même l'auteur. Évidemment, la Norvège et en particulier les familles de victimes s'étaient préparées à affronter toute cette palette de provocations. Anders Breivik les avait prévenus, il s'est entraîné à ne ressentir aucune émotion, même face à ceux qu'il a pu poursuivre, l'arme au poing. Il a également dit qu'il a refait également ce salut au tout début de l'audience et puis il a eu cette phrase « J'ai agi en état de légitime défense », ce qui justifie pour lui les actes commis le 22 juillet 2011, des actes qu'il revendique. Merci Hélène. 4 candidats à la présidentielle, quelques anciens résistants et 300 anonymes. La République a rendu ce matin hommage à Raymond Aubrac, cette grande figure de la résistance, décédé le 10 avril à l'âge de 97 ans. Une cérémonie brève et sobre aux Invalides. Nancy Rice. Aujourd'hui, la nation tout entière réunie honore Raymond Aubrac avec un cœur lourd mais plein de reconnaissance. La nation tout entière recueillie devant la dépouille d'un des derniers chefs de la résistance. Hommage national, une partie de la classe politique est rassemblée. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, candidat à la présidentielle, et un souhait voulu par la famille Aubrac, pas de récupération politique. Dans l'ombre, Raymond et Lucie Aubrac, couple désormais mythique, continuent et continueront de dresser le flambeau de la justice et de l'espérance. Hommage national, résistant, les seuls à parler aujourd'hui et anonymes. C'est un grand homme qui a aidé. Il avait du courage, il était courageux. Et il s'est battu pour son pays. C'était ce qu'il souhaitait, que ce soit le monde de la résistance qui rende hommage, et si possible avec la présence des jeunes, de ses petits-enfants. Et vraiment, aujourd'hui, il y avait une délégation de jeunes de la banlieue parisienne qui était là. Il aimait bien transmettre son message d'optimisme pour l'avenir des jeunes. Raymond Aubrac rejoindra les cendres de sa femme Lucie Aubrac au cimetière de Salornay. À 5 jours du premier tour de la présidentielle, le rôle de la BCE est un des thèmes de campagne et met les candidats d'accord. Comme François Hollande, Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il entendait, une fois réélu, ouvrir le débat sur la Banque centrale européenne et son rôle dans le soutien de la croissance en Europe, alors que Berlin a redit ce matin sa volonté d'une BCE indépendante. Esther Lefebvre. Sauver l'euro. Après s'être attaqué au traité de Schengen, Il n'y a pas de sujet tabou. Nicolas Sarkozy s'en prend à la BCE, la Banque centrale européenne. Il veut la réformer. Sur le rôle de la Banque centrale européenne dans le soutien à la croissance, nous allons, nous les Français, ouvrir le débat et nous allons faire avancer l'Europe. À une semaine du premier tour, Nicolas Sarkozy répond donc à François Hollande. Il est bien temps qu'il arrive à la lucidité au terme de son mandat. Dans son projet, le socialiste veut renégocier le traité budgétaire européen pour y ajouter un volet sur la croissance.
Nous ne serions pas dans cette situation si la Banque centrale européenne, dès le début de l'affaire grecque, était intervenue massivement pour racheter des dettes souveraines. Pour François Bayrou, avant toute intervention européenne, il faut un préalable. L'intervention européenne qui est nécessaire ne sera obtenue que si en même temps on a la garantie que les États européens qui forment l'Europe ne font pas de bêtises. Parce que autrement, on a l'affaire grecque, c'est-à-dire un seul État qui met en péril l'ensemble du système. Cette garantie, cet engagement d'équilibre, pour le leader du MoDem, c'est l'adoption de la règle d'or par tous les pays. On en vient à l'affaire des meurtres de l'Essonne. L'un des 2 hommes qui étaient en garde à vue depuis samedi à Versailles était remis en liberté hier soir. Le principal suspect dans cette enquête, lui, est toujours en garde à vue. Son domicile a été perquisitionné hier. Les enquêteurs recherchent toujours l'arme du crime. Ils ont déjà retrouvé une moto samedi correspondant parfaitement à celle vue sur les lieux des meurtres. À Aubervilliers, 3 hommes ont été interpellés à la suite d'une saisie. Les policiers ont trouvé une quantité importante de drogue ainsi que des gilets pare-balles, des armes de guerre et des perruques. 2 motos ont également été saisies. À Lille, les transports sont paralysés par une grève. La circulation des bus, des tramways et des métros était totalement interrompue ce matin. Les salariés de la société Transpol réclament notamment des revalorisations salariales. La colère des pompiers de Paris, ils en ont ras-le-bol d'être appelés pour des motifs futiles ou non urgents. Ils donnaient une conférence de presse tout à l'heure sur le thème « Urgence pompiers, ce n'est que pour l'urgence ». Valérie Noyer et Basile Bonne. Il faut moins d'1 minute pour partir en intervention, moins de 3 minutes entre l'appel et l'arrivée sur place d'une ambulance. Des soldats de l'urgence, déplacés trop souvent pour des situations loin d'être vitales. On lance l'appel d'urgence pour dire à la population, aidez-nous à faire correctement notre métier, à le faire pleinement, c'est-à-dire à nous occuper concrètement que de l'urgence. Cette fois, il s'agit de venir chercher une femme qui s'est cogné le genou sur son lieu de travail. Aucune urgence, mais personne pour la transporter à l'hôpital ou venir la chercher. En fait, là, on fait l'intervention d'une ambulance privée, quoi. C'est ce qui fait partie un peu des, on va dire, des appels abusifs. C'est-à-dire que c'est pas de l'urgence. Un quart des appels passés au 18 n'ont pas de caractère d'urgence. Une incivilité qui prive d'autres cas plus graves d'être pris en charge. D'accord, mais ça coule du goutte à goutte ou ça coule à flot? Goutte à goutte, d'accord. Donc il faut mettre un seau en dessous, madame. D'accord. Voilà, il faut appeler un plombier. 1 millier d'appels ne nécessitent pas le départ des secours, mais encombrent inutilement le standard. L'an dernier, à Paris et sa région, les services d'urgence sont intervenus plus d'1,5 million de fois. 75% des interventions concernent le secours aux personnes et les accidents de la circulation, 5% les incendies. À Kaboul, les responsables de 6 attaques meurtrières commises dimanche ont été abattus par les forces de sécurité afghanes. Ils s'étaient retranchés dans un bâtiment du quartier des ambassades hier soir. L'assaut aura duré 17 heures. Les attaques ont fait 47 morts, 3 civils, 8 militaires et 36 talibans. Le président Hamid Karzai a estimé que ces attentats marquaient un échec des forces afghanes et de l'OTAN. Les combats se poursuivent en Syrie. 3 civils ont encore été tués ce matin, ce qui porte à 55 le nombre de morts depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et alors qu'un premier groupe de 6 observateurs de l'ONU sont arrivés hier soir à Damas. Julien Roux. À peine le temps d'ouvrir les bagages. Leur première nuit a été courte au Sheraton de Damas. Les 6 observateurs de l'ONU doivent au plus vite installer leur quartier général. Nous allons nous organiser pour être prêts et nous mettre au travail le plus vite possible. Et vous êtes optimiste ? Bien sûr, nous sommes tous là. Tous les observateurs sont optimistes. L'optimisme, le sourire tranchent avec la situation. Nouveau bombardement ce matin dans le centre historique de Homs. Des civils sont tués à Hama, des combats sont signalés à Idlib, sans compter l'arrestation d'une journaliste et de son époux devant leurs enfants dans la banlieue de Damas. Au total, 41 morts depuis jeudi, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Je suis très inquiet de ce qui se passe depuis samedi. J'en appelle dans les termes les plus forts au maintien du cessez-le-feu. Dans des termes tout aussi forts, le régime syrien annonce sa détermination à faire cesser les violences de ce qu'il appelle les groupes terroristes, avec comme souhait d'être associés à chaque phase du déploiement de cette mission d'observation.
Voilà, un sujet signé Vincent Roux. Triste mois d'avril en France, il fait gris et froid sur certaines régions. Il neige même, comme en Ariège. Le département a été placé ce matin en vigilance orange, alerte qui était levée vers 11h, mais des images quand même assez impressionnantes pour la saison. Et on continue de parler météo glaciale tout de suite avec un point de Véronique Touillet. Et puis dans un instant, c'est choisissez votre camp avec Valérie Expert.